Merci beaucoup. Bonjour à tous les amis, à tous les collègues et à toutes les personnes connectées. Bonjour à tous. Merci d'être là pour partager autour de ce sujet très important. Je salue spécialement notre maître, le professeur Chobli, qui, malgré ses nombreuses occupations, est connecté. Et le sujet important, je vais essayer de partager mon écran. C'est ce que j'essaie de faire tout à l'heure quand c'est parti. Je vais mettre en diaporama. C'est parfait, on arrive à voir votre écran. Nous tenons déjà à D'accord. vous dire merci, professeur, d'avoir accepté de nous faire cette thématique qui est vraiment importante pour nous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir et je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Je vais commencer avec une ou deux vidéos. Si la technique ne nous pose pas problème, je vais essayer. Excusez-moi, c'est pas le bon. Mhm. Voilà, donc je vais essayer de commencer par une vidéo ou deux. Si vous me direz si vous... Avant de continuer, Pascal, tu peux me dire si la vidéo a fonctionné quelques secondes? D'accord, professeur. Est-ce que la vidéo a fonctionné? Vous voyez une vidéo? Là, actuellement, non, on ne voit pas de vidéo. Qu'est-ce que vous voyez? On ne voit que vous avec l'insigne de la Société béninoise d'anesthésie et réanimation juste derrière. Donc, vous n'avez pas le partage. Non, vous n'avez pas Je, encore je, partagé. non, je refais le partage. Je crois D'accord. ça, je refais le partage. C'est le partage qui fait quelques difficultés. Oui, le partage a commencé. Maintenant, tu vas me dire si la vidéo joue. D'accord. Il n'y a pas de son, mais la vidéo, ça joue. Oui. Non, non, on n'a pas besoin de son. D'accord, oui, la vidéo, ça joue. Oui. OK, donc je recommence.
Donc ça, c'était la première vidéo. Je vais vous faire passer une deuxième vidéo. Quelques secondes. Pascaline, si tu permets, quelques secondes. Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense que vous pouvez juste lever la main, hein. Je vous donnerai la Vous parole afin de m'entendez? pouvoir. Oui, professeur, on vous entend très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez aussi. Hein? Oui, cinq D'accord. minutes pour dire sur ces deux vidéos-là, qu'est-ce que vous avez vu? Quelles sont vos réflexions? Vous pouvez lever la main, comme vous pouvez écrire dans la Vous pouvez écrire messagerie. dans le chat. Vous pouvez écrire dans le chat aussi. Il y a docteur Amsatou qui a levé la main. Elle peut parler. Oui, je vais demander à la technique d'ouvrir les micros. Les micros sont ouverts. Docteur Amsatou, merci d'ouvrir votre micro. Je vois deux personnes victimes d'arrêt cardiaque, aucun massage réalisé, pas d'assistance appropriée, pas de défibrillateur dans la salle. Ça, c'est ce que je lis Le dans le chat, chat. oui. Oui. Ben, je pense tous les micros sont ouverts. Je demanderai à docteur Amsatou ou à docteur Pemba d'ouvrir leur micro. Oui, oui. Docteur Pemba, Docteur Pascaline, merci de... Oui, vous bonjour. m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Oui, c'est docteur Michel, hein. Au vu de vidéos que vous avez fait basculer, alors nous avons pratiquement vu une personne qui marchait, qui était en train de tenir pendant son discours. À un certain moment, il est tombé et directement on s'est dit, est-ce que c'était un arrêt cardiaque ou quoi que ce soit? Donc, c'est ça l'image. Donc, quelqu'un qui parlait, qui était en bonne santé, et du coup, il tombe pendant qu'il parlait. Et c'est ça c'est ce qu'on peut comprendre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un arrêt cardiaque ou quoi? Là, il faut examiner. Merci beaucoup. Les réactions autour,
Quelqu'un dit les arrêts cardiaques surviennent de façon inopinée en extra-hospitalier, suite inattendue lors des conférences et les réactions des personnes autour. Il y a Monsieur Si Olivier vous aviez qui été a, là, si vous aviez été là, vous-même, qu'auriez-vous fait? il y a une main levée. Je vais laisser la parole à Monsieur Olivier Coyi. On vous entend pas, mais votre micro, il est ouvert. Dans la première vidéo, aucun geste n'a été fait dans le but de maintenir la victime. Quelqu'un a mis ABCD. Quelqu'un a dit mettre au moins la PLS. Donc, c'est bon. Moi, Pascaline, j'ai mes réponses. Oui, professeur, je vous laisse la parole afin de poursuivre. Donc, tu peux refermer tes micros. Des personnes ont essayé d'approcher les victimes, mais les approches sont différentes. Quelqu'un dit qu'il faut vérifier la conscience. Bref, si on regarde bien, on a eu une victime qui a eu un malaise. Dans les deux cas, hein, c'est des gens qui étaient bien vivants, qui apparemment étaient bien portants, suite de sa hauteur. Dans les deux cas, attroupement autour de la victime. Dans le premier cas, un premier témoin est venu à essayer de mettre la victime en position demi-assise avant que quelqu'un d'autre ne le recouche. Et il y avait beaucoup de monde autour. Et dans le premier cas, c'est le quatrième témoin qui a commencé un massage cardiaque. On voit quelqu'un qui a commencé un massage cardiaque. Il y avait beaucoup d'attroupements et puis quelqu'un essayait de mettre de l'ordre en fin de compte. Dans la deuxième vidéo, quelqu'un qui était bien portant, qui s'amusait, qui est tombé de sa hauteur. Le premier qui s'est approché, d'abord, les gens n'ont pas cru qu'il avait un malaise, ils ont pensé qu'il jouait. Donc, il y a eu quelques secondes, pratiquement une minute, où personne n'a rien fait. Et puis, les deux premiers qui sont venus l'ont mis latéralement de côté, l'ont mis littéralement de côté. Et si vous voyez, il a juste retourné sur le côté. Ça, c'est dans la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, il n'y a jamais eu de massage cardiaque. En sachant que dans les deux cas, ces victimes étaient décédées. Et c'est des vidéos réelles, c'est pas du cinéma. Donc, quelles sont les questions qui sont fréquemment posées? J'ai essayé d'être le plus simple possible parce que nous avons, c'est vrai, des agents de santé, mais nous avons aussi des gens qui suivent qui ne sont pas agents de santé. On va essayer de rester le plus simple possible. Entre nous, agents de santé, on pourra toujours trouver des opportunités pour approfondir. Quelles sont les questions fréquemment posées? J'en ai mis quelques-unes ici. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un malaise brutal comme ce qu'on a observé? C'est quoi l'arrêt cardiaque? Quelle est la préoccupation majeure devant un arrêt cardiaque? Comment reconnaître l'arrêt cardiaque devant un malaise cardiaque, devant un malaise? Que faire lorsqu'on a reconnu l'arrêt cardiaque? C'est quoi le massage cardiaque externe? Comment on réalise un massage cardiaque externe? C'est quoi le défibrillateur? Quels sont les secours appropriés lorsque nous assistons à un arrêt cardiaque? Et comment transporter la victime vers l'hôpital? Il y a d'autres questions, mais ce sont les questions qu'on entend fréquemment. Si on revient à ce qui s'est passé dans les deux vidéos, malaise,
et chute de sa hauteur. Vous avez trois possibilités. Il y a trois possibilités qui se présentent la plupart du temps. Soit c'est une syncope, soit c'est un arrêt cardiaque, soit c'est une mort subite. Mais le message le plus important, c'est que la syncope qui est réversible peut se transformer en arrêt cardiaque si on a un mauvais geste, si on n'a pas les bons réflexes. Un arrêt cardiaque peut se transformer en mort subite si on n'a pas les bons gestes. Donc, c'est ça la grande préoccupation. Je suis témoin d'un malaise. Ce n'est peut-être qu'une syncope. Je n'ai pas bien réagi. Ça devient un arrêt cardiaque. Je suis témoin d'un arrêt cardiaque. Je ne réagis pas bien. Ça devient une mort subite. Comment faire quand je suis témoin de quelqu'un qui fait un malaise? Quel que soit le malaise, quelqu'un qui était apparemment bien portant et qui chute brutalement de sa hauteur, qu'est-ce que je fais? Quel est le réflexe? Le réflexe, c'est qu'il y a deux questions à se poser. Est-ce que la victime respire? Est-ce que la victime réagit? Pour voir si une victime respire, il suffit de regarder son thorax, de mettre le doigt au niveau du nez pour sentir un souffle, ou l'oreille au niveau des narines pour sentir un souffle, de voir le thorax bouger. Le thorax bouge, on ne demande pas encore est-ce qu'il respire bien, c'est juste est-ce qu'il respire. Donc, première question, est-ce qu'il respire? Je regarde le thorax, je mets le doigt pour sentir s'il y a un souffle de l'air chaud qui sort des narines. Deuxième question, est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il réagit? Je l'appelle monsieur, monsieur, madame. Est-ce qu'il réagit ou pas? Est-ce qu'il bouge? Je le pince, je lui fais mal, je le tape, il est tombé, la victime a eu un malaise, et quand on a accouru vers elle, on retrouve quelqu'un qui est éveillé, qui respire, on est devant une syncope. Donc, elle ne respire pas. Donc, elle est inconsciente et ne respire pas. Donc, c'est trois situations complètement différentes, avec trois conséquences différentes. La première situation, la victime réagit, la victime est éveillée et respire. Donc, en fait, c'est une perte de connaissance brève. Ce sont les syncopes qui se présentent comme ça. C'est une perte de connaissance brève. Et lorsqu'on est devant une syncope, il y a plusieurs possibilités. Le plus fréquemment, c'est simplement un malaise vagal. Et un malaise vagal, ça peut arriver à nous tous. On est déshydraté, on est fatigué, on n'a pas arrêté de bouger, et puis le cœur ne fonctionne plus bien instantanément, et puis on tombe. On tombe. La deuxième situation possible, beaucoup parmi nous souffrent également de ça, ce sont des hypotensions orthostatiques. Quand je reste debout longtemps, ma tension baisse, a tendance à baisser. Mais dès que je m'assois, les choses rentrent dans l'ordre. Et souvent, on le sent ça. On est étourdi, on a un peu de vertige. Et quand on s'assoit, quand on s'adosse, ça peut aller. Mais les syncopes peuvent être la circonstance de reconnaissance de maladies cardiaques plus graves. Les troubles du rythme cardiaque, notamment le bloc auriculo-ventriculaire. Il y a des gens qui ont des pathologies qui font que leur cœur bat très lentement, de manière permanente, de manière durable. Et c'est ces personnes-là qui, par la suite, vont avoir besoin de piles de pacemakers au niveau du cœur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces syncopes? Pendant que vous êtes debout,
Le cœur ne fonctionne pas bien, le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang. C'est ce qui fait que la victime tombe. Mais dès que la victime est en position couchée, le cœur arrive plus facilement à envoyer du sang au niveau du cerveau et la victime se réveille. Et c'est comme si de rien n'était. Et j'ai dit plusieurs situations possibles. Ça peut être juste un malaise vagal, ça peut être une hypotension orthostatique, ma tension baisse quand je suis debout, ou bien ça peut révéler une vraie pathologie grave au niveau du cœur, notamment le cœur qui est trop lent et qui aura besoin d'être suivi et éventuellement appareillé avec un pacemaker. Donc ça, c'est la première situation. La victime réagit et respire. La deuxième situation, la victime ne réagit pas, mais respire. Ça veut dire que la victime est inconsciente. C'est simplement un coma. C'est le début d'un coma qui peut être plus ou moins profond ou pas. La victime ne réagit pas, la victime respire. Ça peut être une hypoglycémie, ça peut être une intoxication, ça peut être le début d'un accident vasculaire cérébral ou bien toute autre cause de coma. Mais on reconnaît bien une victime qui ne réagit pas, mais qui continue de respirer. Donc ça, c'est la deuxième situation possible. La victime ne réagit pas de manière appropriée, mais continue de respirer. Et encore une fois, respirer, c'est le thorax que je vois bouger, c'est le souffle que je sens au niveau des narines. La troisième situation, c'est la situation la plus grave, c'est la victime qui ne réagit pas et qui ne respire pas. C'est la victime qui est inconsciente et qui ne respire pas. C'est la situation la plus grave. C'est la situation extrême en cas de malaise. C'est un arrêt cardiaque. Devant ces deux signes, on ne doit rechercher aucun autre signe avant de dire qu'il s'agit d'un arrêt cardiaque. Donc la victime ne réagit pas, la victime ne respire pas. Et nous avons de plus en plus ces situations en Afrique. Infarctus du myocarde qui se manifeste comme ça, embolie pulmonaire qui se manifeste comme ça, alors qu'on n'en avait pas beaucoup avant. Et ce sont souvent des sujets jeunes, 40 à 60 ans, qui se sentaient apparemment en bonne santé auparavant. Donc voilà les trois situations auxquelles nous serons confrontés si nous posons bien les deux questions. Je suis témoin d'une victime qui vient de faire un malaise, qui est tombée de sa hauteur. De manière posée, je m'approche, je regarde, est-ce qu'il respire? Je le pince, je lui fais mal, est-ce qu'il réagit? Trois situations, il réagit, il respire, syncope. Il ne réagit pas, il respire, coma. Il ne réagit pas, il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque et j'ai dit c'est la situation la plus extrême. Quelle sera ma réaction par la suite? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de maintenir en vie jusqu'à ce que des secours arrivent? Les gestes qui peuvent sauver. Je repasse en revue ces trois situations. Dans la première situation, la victime réagit et respire. Nous avons dit que c'est une syncope avec plusieurs causes possibles. Dans ce cas, on peut l'aider. Le verbe aider a tout son sens ici. On peut l'aider à s'asseoir. C'est lui qui commence à vouloir s'asseoir. La victime doit absolument chercher à savoir, sinon vous la laissez en position allongée. Si la victime essaie de s'asseoir, on peut l'aider à s'asseoir. On peut l'aider à se relever à son rythme, desserrer ses vêtements si ça gêne, si c'est serré, et puis
On doit l'amener à consulter un médecin. On ne doit pas le laisser se remettre en voiture tout seul. On doit le conduire soit chez lui, soit en consultation. Le mieux, il faut forcément voir au moins un médecin généraliste après un malaise comme ça. Parce que je vous ai dit, ça peut être un malaise vagal, ça peut être une hypotension orthostatique, mais ça peut cacher une maladie grave au niveau du cœur, notamment toutes les maladies qui font que le cœur est trop lent. Ça peut se révéler comme ça, surtout chez les personnes qui ont déjà un certain âge, au-delà de 50-60 ans, ça peut être un bloc auriculo-ventriculaire qui se révèle de cette manière-là. Donc, on ne laisse pas rentrer à la maison seul. Il faut l'amener en consultation, au moins chez un médecin généraliste qui vérifie que tout va bien. Ça, c'est la première situation. Encore une fois, si la victime ne cherche pas à s'asseoir, gardez là, absolument en position couchée. Vous pouvez éventuellement relever les jambes pour aider le cerveau à mieux recevoir du sang. Mais gardez en position couchée si la victime ne cherche pas à se relever toute seule. La deuxième situation, souvenez-vous, c'est la victime qui ne réagit pas, donc qui est inconsciente, mais qui respire. Donc, c'est la victime qui est dans le coma. Une telle victime, si je suis témoin dans la rue, en milieu non hospitalier, tout ce que j'ai à faire, c'est de la mettre en position latérale de sécurité. Et dans la deuxième vidéo, la victime a été mise en position latérale de sécurité, mais en réalité sans respecter les modalités de mise en position latérale de sécurité. Et je répète, pour mettre en position latérale de sécurité, c'est la victime qui ne réagit pas, mais qui respire. Il faut que la victime soit absolument en train de respirer avant qu'on ne cherche à la mettre en position latérale de sécurité. Ce fait n'a pas été vérifié dans la deuxième vidéo. Comment mettre en position latérale de sécurité? Naturellement, dans un webinaire comme ça, ce n'est pas facile, mais c'est important quand même de savoir que ce n'est pas un geste qui se fait n'importe comment. C'est un geste qui suit des étapes. Quand vous regardez les images ici, vous voyez la première image, le sauveteur est assis agenouillé d'un côté. Le côté n'importe peu, que ce soit à gauche ou à droite. Le sauveteur est à genoux d'un côté et met le bras et l'avant-bras en perpendiculaire. L'avant-bras est perpendiculaire au bras, le bras est perpendiculaire au tronc. Vous voyez qu'il a mis le membre supérieur de son côté en perpendiculaire. Du côté où se trouve le sauveteur. La victime est couchée au sol, sur le dos. Dans un deuxième temps, il a ramené sur sa joue et il reste avec sa main sur la joue de la victime. Le sauveteur n'enlève plus sa main de la joue. Donc, il garde la main sur la joue, la paume de la main de la victime est sur sa propre joue, maintenue par le sauveteur. Et de sa deuxième main, de la main droite, il prend la victime par le genou et la bascule de son côté. Et à la fin, il retrouve une victime sur le côté avec la dernière image en bas de la victime qui est en position latérale de sécurité. Ça peut être sur le côté droit, ça peut être sur le côté gauche, ça n'a pas d'importance. Sauf chez la femme enceinte où c'est mieux d'être sur le côté gauche. Sinon, c'est sur n'importe quel côté. Le côté importe peu. Côté gauche, côté droit, vous faites en fonction de comment vous êtes à l'aise. Mais vous voyez bien, il ne suffit pas juste de tourner la victime sur le côté gauche, mais en suivant certaines règles. Et encore une fois, c'est dans la deuxième situation
où la victime respire mais ne réagit pas. Donc, nous avons vu la première situation, la victime réagit et respire, c'est une syncope. La deuxième situation, la victime ne réagit pas, mais respire. C'est un coma et c'est là où nous l'avons mis en position latérale de sécurité pour l'aider à mieux respirer et pour que si la victime vomit, ces vomissures n'aillent pas dans les poumons. Et la troisième situation possible, qui est la situation la plus grave, la victime ne respire pas et ne réagit pas. Je regarde le thorax ne bouge pas. Je mets le doigt au niveau du nez, il n'y a pas de souffle qui sort, il n'y a pas d'air qui sort. Le thorax est immobile. Je pince la victime, je tape la victime, j'appelle la victime ne réagit pas. Donc, c'est deux signes. Il n'y a pas de signe de vie. On dit qu'il n'y a pas de signe de vie. La victime ne réagit pas et ne respire pas. Il n'y a pas de signe de vie. C'est un arrêt cardiaque. En ce moment, ça devient une extrême urgence. Et le docteur Pascaline Fassino a dit tout à l'heure, chaque minute compte. Et dans ces cas-là, si rien n'est fait, dans les 3 minutes, le cerveau manque d'oxygène et meurt et ne récupérera plus. Même si après, on réanime la victime, que le cœur revient, la victime, le cerveau ne reviendra plus. Et dans une des questions posées, c'est quelle est la préoccupation majeure quand il y a un arrêt cardiaque? La préoccupation majeure quand il y a un arrêt cardiaque, c'est que le cerveau ne reçoit plus de sang. Le rôle de pompe cardiaque qui permet la circulation, le rôle de pompe joué par le cœur et qui permet la circulation ne se fait plus. L'eau ne vient plus au niveau du cerveau. Le sang ne circule plus au niveau des organes, donc plus au niveau du cerveau. Et le cerveau, après 3 minutes, qui ne reçoit pas du sang, meurt et ne se réveille plus. C'est pour ça qu'on doit tout faire pour commencer à réanimer le plus tôt possible. C'est pour ça qu'on se contente de ces 2 signes pour dire qu'il y a arrêt cardiaque. C'est pour ça qu'on ne recherche pas d'autres signes. Il est tombé de sa hauteur, il ne réagit pas, il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. On n'a besoin d'aucun examen. On ne peut pas transporter cette victime-là. On doit réanimer sur place. C'est un arrêt cardiaque. Si je suis témoin, j'ai le devoir de savoir réanimer. C'est un acte civique. Chacun de nous doit apprendre. Nous, on doit vous offrir les opportunités pour apprendre à réanimer quelqu'un qui est victime d'un arrêt cardiaque. Comment faire? Il faut rétablir le rôle de pompe cardiaque le plus rapidement possible, avant les 3 minutes. Parce que chaque minute qui passe, il y a un dixième du cerveau qui meurt. Chaque minute qui passe, il y a un dixième du cerveau qui meurt. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer la réanimation immédiatement. Et la réanimation, il y a 2 volets qui m'intéressent. C'est appeler au secours et commencer à faire le massage cardiaque. Nous tous, nous devons savoir faire ça. Appeler au secours, crier fort pour que des gens viennent aider et commencer à faire le massage cardiaque. Et pour faire ce massage cardiaque, la victime est au sol, la victime est couchée sur le dos, la victime est sur le plan dur, donc couchée sur le sol. C'est une victime, je répète, qui ne réagit pas, qui ne respire pas. Et je l'ai reconnu. J'ai dit que c'est un arrêt cardiaque parce qu'il ne réagit pas, il ne bouge pas, il ne respire pas. J'appelle au secours. Je crie à l'aide pour que des passants, d'autres personnes viennent m'aider. D'autres collègues, si c'est un lieu de travail, viennent m'aider. Pour que quelqu'un appelle les secours pendant que quelqu'un commence la réanimation. La première personne ne doit pas s'éloigner de la victime. Il faut crier pour que des secours arrivent. Il faut demander à quelqu'un d'appeler le SAMU. J'ai mis le numéro du SAMU là.
68 30, au Bénin, bien sûr, 68 30 00 00. Et en espérant, donc aujourd'hui, c'est le 01 68 30 00 00. Et nous espérons qu'au bientôt, le SAMU aura un numéro abrégé. Dans certains pays, le SAMU a un numéro abrégé. Dans certains pays, ce sont les sapeurs-pompiers qui sont les premiers acteurs. Donc, en fonction de là où vous vous trouvez, vous appelez les premiers acteurs de secours, sapeurs-pompiers, SAMU, pendant que les témoins sur place doivent commencer la réanimation cardiaque. Et la réanimation cardiaque, c'est le massage cardiaque externe. La réanimation, c'est le massage cardiaque externe. Le sujet est couché sur le dos. Vous assurez que sa tête est fléchie en arrière et vous commencez à faire les compressions au niveau du thorax. Comment? Dans un premier temps, il faut dévêtir, ouvrir les boutons, mettre le thorax à nu pour savoir où est-ce que je vais masser, comment je vais masser. Où est-ce que je vais masser? Je masse au niveau du thorax. Premier message, je masse au niveau du thorax. Deuxième message, je masse au milieu du thorax. C'est ni à gauche ni à droite. Je masse au milieu du thorax. C'est au milieu du thorax qu'il y a ce qu'on appelle le sternum, qui est plastique. Je masse au milieu du thorax. Je masse au niveau du sternum, donc au milieu du thorax. Je masse au niveau de la moitié inférieure du sternum. Pour ne pas compliquer, je dis simplement, je masse au milieu du thorax. Ma main droite, si je suis droitier, quand vous prenez la main, vous voyez cette partie charnue de la main. C'est cette partie charnue qu'on met au niveau du thorax. Vous voyez bien comment j'ai crocheté ma main. Ça. Et c'est seulement la partie charnue qui va masser. Comme sur la photo que vous voyez là. Je suis à genoux, j'ai les coudes tendus. Et chacun de nous doit apprendre ça. J'ai les coudes tendus et je masse. Je comprime le thorax 100 fois par minute. Et pour s'exercer, si je compte 1, 2, 3, vous voyez bien que je suis lent, je suis à la seconde. Mais si je compte 1, 2, 3, 4, donc je comprime le thorax à ce rythme. Je comprime le thorax à ce rythme. Et c'est important, je répète, c'est important pour chacun de nous d'apprendre à faire le massage cardiaque externe. Nous pouvons sauver la vie d'un voisin, la vie d'un parent qui s'effondre à côté de nous, qui ne réagit pas et qui ne respire pas. Je sais qu'en webinaire comme ça va être difficile à faire. Je répète, je masse au milieu du thorax. Je masse avec la partie charnue de la main et je mets la main en crochet pour que ce soit seulement la partie charnue qui masse. Je ne m'appuie ni sur le thorax à gauche, ni sur le thorax à droite. Je suis positionné au milieu et je comprime le thorax jusqu'à ce que les secours arrivent. Si nous sommes au moins 2 à savoir masser, c'est seulement en ce moment qu'on demande si quelqu'un sait ventiler. Mais sinon, la seule chose qu'on me demande, c'est masser
jusqu'à ce que les secours appelés arrivent. Si on ne fait pas le massage avant l'arrivée des secours, 3 à 5 minutes après, il n'y a plus rien à récupérer. C'est les premiers témoins qui donnent la chance de survie à l'individu. Donc, l'un des messages importants de ce webinaire, c'est « Je suis témoin, c'est moi qui dois commencer le massage cardiaque. Les secours viendront aider par la suite. » Je ne vais pas insister sur la ventilation bouche à bouche. Si on sait le faire, si quelqu'un sait le faire, la personne peut aider à le faire. Mais ce qui importe, c'est le massage cardiaque externe. C'est apprendre à masser quand la victime ne réagit pas et ne respire pas. Le troisième maillon de la chaîne, donc le premier maillon, c'était l'alerte. Le deuxième maillon, c'est le massage cardiaque externe. Le troisième maillon, c'est important qu'on en parle aussi, c'est la défibrillation. C'est la défibrillation. Pourquoi? Dans plus de 80% des cas, un adulte, un sujet adulte qui fait un arrêt cardiaque, c'est son cœur qui est malade. Dans 80% des cas, un sujet adulte qui tombe et qui fait un arrêt cardiaque, c'est son cœur qui est malade. Et les défibrillateurs, aujourd'hui, ce sont des appareils automatiques qu'on a de plus en plus qu'on a de plus en plus dans les espaces publics. Vous allez dans les supermarchés, vous allez à l'aéroport, vous allez dans certains services. Ça va devenir la norme que dans tous les espaces publics, il y ait des défibrillateurs. Et le signe que vous voyez là, le vert avec cette flèche en zigzag dessus, signifie qu'il y a un défibrillateur à cet endroit. On peut apprendre à reconnaître les défibrillateurs automatiques. Il suffit d'allumer et le défibrillateur vous dit quels sont les gestes que vous devez faire. Mais naturellement, je reviens en arrière pour dire que le geste le plus important, c'est le massage cardiaque externe que nous devons apprendre à faire. Et si nous arrivons à faire ça, nous maintenons le sujet en survie le temps que les secours arrivent. On entend très souvent, il est tombé et on l'a mis dans un véhicule pour aller aux urgences. Et quand on pose la question, est-ce qu'il respirait? Ah, on ne sait pas. Est-ce qu'il réagissait? On ne sait pas. Mais cette victime, malheureusement, va mourir avant d'atteindre les urgences. Vous n'avez aucune chance de faire parvenir dans un véhicule privé aux urgences une victime qui a eu un malaise, qui ne réagit pas, qui ne respire pas. Laissez-la sur place et faites le massage cardiaque. De toutes les façons, si la victime ne réagit pas et ne respire pas, que vous la mettez dans un véhicule pour aller, quel que soit l'hôpital où vous allez vous faire au moins 5 minutes. La victime va mourir ou au moins mourir de son cerveau avant que vous n'atteigniez le premier hôpital. Donc, si la victime ne réagit pas et ne respire pas, il ne sert à rien de la prendre, il faut réanimer absolument sur place. Donc, pour résumer, je suis témoin d'une victime qui a fait un malaise cardiaque. Je me pose 2 questions. La première question, est-ce qu'elle respire? Je regarde son thorax. Le thorax bouge. Il y a de l'air qui sort de ses narines. Elle respire. Si je n'ai pas ça, la victime ne respire pas. Est-ce que la victime réagit? Monsieur, madame, on l'appelle, il ne se réveille pas. On le pince, on lui fait mal, il ne réagit pas. Si j'ai ces 2 signes ensemble, il ne réagit pas, il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. S'il réagit, il respire, il est réveillé, cherche à se lever, donc il a eu une syncope, ça va mieux, on peut l'asseoir. Mais cela ne veut pas dire qu'il est hors de danger. Ce n'est pas forcément qu'un malaise cardiaque, ce n'est pas forcément qu'une hypotension
orthostatique, c'est peut-être un bloc auriculo-ventriculaire. Il faut forcément consulter un médecin. Il ne réagit pas, mais il respire. C'est un coma avec plusieurs causes possibles. Il faut mettre la victime en position latérale de sécurité et les secours viendront. Il ne réagit pas, il ne respire pas, c'est la situation extrême, c'est un arrêt cardiaque. Si je ne fais rien dans les 3 minutes, son cerveau est mort et lui-même mourra après. Donc, ce n'est peut-être qu'une syncope. Si je ne fais rien, ça devient un coma. Si je ne fais rien, c'est un arrêt cardiaque. Si je ne fais rien, l'arrêt cardiaque se transforme en mort subite. Et malheureusement, dans notre dans notre contexte, nous avons beaucoup de morts subites d'adultes qui, eux, étaient peut-être simplement des arrêts cardiaques qu'on aurait pu aider à survivre. Donc, ces 3 situations, nous pouvons les rencontrer et apprendre à réagir. Encore une fois, c'est de notre devoir à nous de donner les opportunités à la population pour apprendre à réagir, à faire le geste de réanimation, notamment le massage cardiaque externe. Et je crois que c'est quelque chose qui va se faire soit au niveau de la faculté des sciences de la santé, soit au niveau du SAMU. Et je crois que ça se prépare. Et aussi au niveau de la Croix-Rouge, j'ai oublié de citer la Croix-Rouge, qui offre beaucoup d'opportunités d'apprendre ces gestes de premier secours, notamment le massage cardiaque externe. Voilà, je finis avec cette diapositive de conclusion. Savoir alerter, savoir mettre en position latérale de sécurité, savoir faire le massage cardiaque externe et bientôt savoir utiliser un défibrillateur. Je vous remercie. Docteur Fassinou, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, cher maître. Et comme je l'avais déjà si bien annoncé, nous avons eu droit, comme toujours, à une communication très pédagogique, très explicite, très pratique. Et je pense que chacun de nous a pu garder quelque chose de cette communication. Avant de passer la parole à ceux qui sont présents et qui aimeraient poser des questions, moi, j'aimerais bien vous demander, professeur, souvent on voit des gens qui sont un peu sceptiques, qui se disent parce qu'il a fait un arrêt cardiaque, il est déjà mort. Et est-ce que le fait de le masser, est-ce qu'il vivra après? Ou parfois même en milieu intra-hospitalier, on voit parfois des professionnels qui, devant un arrêt cardiaque, disent il a déjà les pupilles qui sont dilatées. Et donc, du coup, c'est pas la peine, il va pas vivre. Ou dès qu'on commence le massage cardiaque, après 5 minutes ou 10 minutes, les gens se disent c'est pas la peine. De toute façon, il va mourir. Et donc, c'est pas la peine de continuer. Et j'aimerais vous présenter cette situation-là afin que vous puissiez nous dire, est-ce que c'est possible de... C'est une question dont j'ai la réponse, mais c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est possible de vivre après un arrêt cardiaque et jusqu'à où on peut aller lorsqu'on masse un arrêt cardiaque? Et est-ce qu'il faut se décourager en se disant de toute façon qu'il est mort? Je vais d'abord vous poser ces questions et puis après je donnerai la parole à tous ceux qui sont en attente. Donc, c'est des questions très importantes. Merci beaucoup pour ces questions qui me permettent de rebondir sur certains aspects. Et je répète, il a fait un malaise, c'est une syncope peut-être. Si je viens et je l'assois trop tôt, j'empêche le cerveau d'avoir du sang et je le transforme en arrêt cardiaque. C'est un arrêt cardiaque, ce n'est pas la mort. L'arrêt cardiaque n'est absolument pas la mort. Et on peut survivre après un arrêt cardiaque. Tout dépend de ce qui a été à l'origine de l'arrêt cardiaque. Beaucoup de maladies curables donnent des arrêts cardiaques. Je vous ai parlé d'infarctus du myocarde.
Je vous ai parlé d'embolie pulmonaire. Je vous ai parlé de blocs auriculo-ventriculaires graves qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Et surtout, il faut donner la chance. Et ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est chercher d'autres signes. Vous voyez que je n'ai jamais parlé des pupilles. Celui qui regarde les pupilles cherche le diagnostic de mort. Moi, je ne cherche pas le diagnostic de mort. Il faut réanimer d'abord avant de chercher le diagnostic de mort. On n'a pas le droit, si on est premier témoin, de commencer à regarder les pupilles. On ne regarde rien d'autre. Il ne réagit pas, il ne respire pas. Ce sont les deux conditions utiles, suffisantes et indispensables. Celui qui recherche autre chose, c'est criminel. C'est criminel, il ne faut pas rechercher autre chose. Il ne réagit pas, il ne respire pas. On doit commencer à réanimer d'abord. Après la réanimation qui n'a pas fonctionné, on peut se poser d'autres questions. Après combien de temps on va arrêter? C'est une mauvaise préoccupation. La vraie préoccupation, c'est combien de temps il faut pour commencer. Il faut commencer le plus tôt possible. Après, on peut masser longtemps. Si le cerveau n'a jamais souffert de manque d'oxygène, ça veut dire qu'on a commencé très tôt. On peut masser des heures. Il y a même aujourd'hui des machines qui permettent de masser après, de poursuivre le. On met en place des machines qui permettent de masser à la place des humains. Ça veut dire qu'on peut masser très longtemps. On peut masser des jours. Mais le plus important, c'est quand est-ce qu'on a commencé à masser? On a commencé à masser quand le cerveau n'a pas encore souffert de manque d'oxygène. Je ne vais pas utiliser des thèmes savants. Je dis simplement, le cerveau n'a jamais manqué d'oxygène parce que dès que la victime est tombée, le massage, c'est ce qui se passe sur les terrains de football. Les sauveteurs juste à proximité commencent à masser en même temps. Donc, le cerveau n'a jamais souffert. Il masse pendant longtemps. Il y a des joueurs qui ont été des heures récupérés. Tout dépend de qu'est-ce qui est à l'origine de l'arrêt cardiaque. Donc, je ne vais pas répondre sur la combien de temps chacun saura, on saura arrêter de toutes les façons. Mais la vraie question, c'est il faut commencer le plus tôt possible. Il ne faut pas perdre du temps à faire des mauvais gestes et à chercher des signes dangereux. Chaque seconde perdue, c'est des neurones qui meurent et qui ne vont pas ressusciter. Donc, je profite de la question pour réinsister sur ces aspects. C'est valable dans la rue, c'est valable à l'hôpital. À l'hôpital, c'est encore plus criminel. Il faut réanimer d'abord. Le premier réflexe, c'est réanimer. Masser, masser, masser. Et à l'hôpital, on a les moyens de ventiler. On ventile après. Mais le premier réflexe, c'est masser. C'est masser parce que quand vous massez correctement, vous déplacez, non seulement vous remplacez la pompe cardiaque, mais en plus, les, dans les phases, vous massez, vous comprimez, vous lâchez, vous comprimez, vous lâchez, le poumon prend un peu d'air et ça suffit pour oxygéner le cerveau. Donc, ça suffit. Le massage cardiaque suffit. Si on n'y arrive pas au bout d'un certain temps, on pourra arrêter. Mais c'est absolument important. Moi, mon message, c'est qu'il faut commencer le plus possible à masser et masser correctement. Ça, on l'apprendra. Il faut qu'on l'apprenne à nos populations. Je crois que j'ai répondu à tes questions, Pascaline. Oui, oui, merci beaucoup, professeur. Désolée, c'était un problème de micro. Vous avez très bien répondu à mes questions et je vais profiter avant même de donner la parole aux autres de répéter que ne pas masser, c'est criminel. Et il n'y a pas de temps à regarder. C'est en fait le plus important, c'est de vite commencer et de ne pas perdre du temps. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions dans la messagerie. Je vais leur demander humblement de bien vouloir lever la main. Ça va nous permettre de pouvoir donner la parole à ceux qui avaient déjà levé la main avant vous. Je vais commencer par Dr Moussa Silla. La règle est simple. Vous ouvrez votre micro, vous vous présentez, vous posez votre question directement parce qu'il y a du monde et vous supprimez votre levée de main juste après.
Donc, on va commencer par docteur Moussa Silla, qui a levé la main. Docteur, la parole est à vous. Vous pouvez ouvrir votre micro. Je vais passer alors à Monsieur Thierry. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, professeur. Euh, je suis le professeur Alikronou Thierry, neurochirurgien. Merci beaucoup. Je voudrais beaucoup remercier Zema qui nous donne l'opportunité de suivre des exposés de cette qualité et sur des situations qui sont plus fréquentes qu'on ne le croit, même en milieu hospitalier. Et je voudrais remercier le professeur Zoumenou pour toutes ces explications et surtout pour les mots simples, la façon très simple d'aborder la question et les gestes qui sauvent. Et je pense que j'aurais demandé au service que les personnels puissent se connecter pour suivre. Je ne suis pas très sûr que tout le monde ait pu le faire. Et donc, humblement, j'aurais demandé au professeur, on va le recontacter pour qu'il puisse nous refaire la même présentation au service. Et euh, alors, l'autre question aussi, c'est peut-être œuvrer par rapport à la législation pour que ce soit imposé aux endroits où il y a du grand public, les salles de fête et consorts, qui est désormais obligatoirement des défibrillateurs. Ça aussi participe au geste de sauvetage, en plus du massage cardiaque. Et rajouter également que lorsqu'on est en situation de masser, il ne faut pas hésiter. C'est un geste qui peut être épuisant. Donc, pour continuer à être efficace, il faut se faire remplacer quand on a des signes de fatigue pendant qu'on masse. Il ne faut pas hésiter à le faire. Merci. Merci beaucoup à vous, professeur. Je vais laisser la parole à Monsieur Dossou Maxime et je vais vous demander humblement de supprimer votre levée de main. Merci. Oui, Et tout à fait. bonjour, moi c'est Dr Dossou. J'interviens depuis la France. Je suis médecin généraliste, praticien associé. Merci beaucoup, professeur Zoumenou, pour cette brillante présentation. Franchement, on peut plus être clair par rapport à ça. Ma question, ça va dans le même sens que la problématique qu'a souligné Dr Fassinou. C'est notamment par rapport, je suppose, qu'on est en milieu intra-hospitalier et une infirmière, on est de garde, et l'infirmière nous appelle, par exemple, par rapport à un patient d'un certain âge qui a été vu, par exemple, à 3 heures du matin, qui montrait encore des signes de vie. Et vers 4 heures, et lors de son passage, le patient ne montrait plus de signes de vie. Donc, on ne sait pas exactement la durée exacte du naufrage. Maintenant, quand on nous appelle dans ces conditions, est-ce qu'il faut commencer par masser comme si, en fait, le naufrage, comme on ne connaît pas vraiment la durée, est-ce qu'il faut commencer par masser en même temps? C'est ma question, en fait. Merci pour ça. Merci beaucoup à vous, docteur Maxime. Je vais demander au professeur la chance de pouvoir prendre au moins 5 questions avant de lui donner la parole parce qu'il y a des gens qui ont levé la Tu main. peux y Si aller. ça vous Vas-y, convient. vas-y, vas-y. Merci. Vas-y, Merci beaucoup, vas-y. Non, professeur. oui, tu peux prendre le maximum, comme ça on répond. En une fois. D'accord. Vas-y. Merci beaucoup, professeur. Il y a, je vois Off-Mass. Je ne sais pas si il n'y a pas le nom. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous présenter et de poser votre préoccupation. Oui, vous me recevez? On vous reçoit très bien. Bonjour. Ok. Bonjour à vous. Je remercie le professeur pour la présentation sur ce thème qui est un thème de médecine d'urgence. Moi, je suis Boy Injus, je suis infirmier en milieu de travail à l'entreprise of Mass. Il n'est pas rare de constater qu'on a de ces cas de travailleurs qui font ces malaises. On est souvent confronté à ça sur les chantiers. Ma question a été abordée par l'intervenant qui vient de passer. C'est par rapport à la notion de no flow, justement. Puisque j'ai suivi un de vos webinaires sur les détresses vitales, mais c'était pas en direct. J'ai suivi un an après. J'ai suivi le webinaire. Vous avez parlé de notion de no flow.
et que j'ai pas compris, j'ai pas vraiment compris. Donc, je voudrais revenir sur cette thématique. Je voulais te demander à ce que vous nous expliquiez un peu l'importance de cette notion dans la réanimation cardiaque. Ma Merci deuxième beaucoup. question, OK, j'ai une deuxième question. je vous écoute. Ok, le docteur, le professeur, autant pour moi, même sur le webinaire de la détresse vitale, quand j'ai suivi, j'ai cru comprendre, même aujourd'hui, hein, que réanimer un malade qui est en arrêt cardiaque, c'est l'utilité, c'est la chose la plus utile et non la répercussion de cet arrêt sur son cerveau. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ne pas chercher à voir quelle est la répercussion réelle sur son cerveau. Réanimer, réanimer. Maintenant, j'aimerais savoir, dans ce cas, quelle est donc l'utilité du fait d'aller examiner sur le plan neurologique le malade, puisque c'est ce qu'on remarque souvent dans les services de réanimation. Et pour mon expérience au CNHU, beaucoup de J'aimerais bien, s'il vous réanimateurs. plaît, j'aimerais Oui, bien contextualiser votre dernière question, la troisième. Est-ce que vous aimeriez savoir l'intérêt de l'examen neurologique voilà, post-arrêt c'est ça. cardiaque Oui, ou oui, per-arrêt cardiaque? oui. J'ai Quand compris cela sa est quoi? question. Oui, Ah, d'accord, d'accord. Merci, professeur. J'ai compris sa préoccupation. Merci, merci beaucoup. professeur. Merci à vous. Je vais vous demander humblement de supprimer votre levée de main et je vais donner la parole à Monsieur Harold Vanny. Et bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez? On vous reçoit très bien. Bonjour. Oui, c'est bon. Ok. Alors, je suis le docteur Vania Harold, médecin, premier répondant des défenses hospitalières. Alors, merci professeur, en tout cas pour cette belle présentation et surtout pour le thème choisi. Euh, Ce thème, vraiment, il rentre dans le cadre de la prévention et la préparation des bases de la détection précoce d'arrêt cardiaque, et surtout pour les interventions d'urgence. Alors, ma question va. J'ai deux questions. La première est celle de savoir, les deux premières questions qu'il faut se poser une fois qu'on a une victime qui vient de se trouver. J'aimerais bien savoir entre la première et la seconde question, quelle est la question qui est prioritaire. Donc, on vérifier la réactivité de la victime et vérifier sa respiration, qu'est-ce qui est prioritaire. Parce que, si je m'en professeur, selon les recommandations, les dernières recommandations de médias de réanimation de l'American Heart Association, on nous demande plutôt, une fois que vous avez vu une victime, commencez par vérifier d'abord la réactivité. Donc, son état de conscience. Vous le tapotez, vous vérifiez s'il répond. S'il ne réagit pas, on demande, donc, comme vous l'avez dit, on lance l'appel, on demande à une quelconque personne d'apporter le DEA et on intervient ou encore on appelle le SAMU. Donc, on active le système d'intervention d'urgence et par la suite, on va vérifier la respiration et le coup en 10 secondes seulement. Et aussitôt, dès qu'on a la confirmation qu'il y a arrêt cardiaque, on commence le massage cardiaque sans attendre encore une seconde. Donc, je ne sais pas trop, professeur, si réellement, par rapport à ma préoccupation, que là, apparemment, j'ai pu comprendre que c'était l'inverse. On commence par d'abord chercher la réactivité, donc d'abord chercher la respiration avant l'état de conscience. Ça, c'est la première question. Bon, la deuxième question, c'est celle de savoir si... Non, allô? j'ai compris sa question. Là. Oui, oui, Il peut on a continuer. compris votre question. Voilà. La deuxième question est celle de savoir quelle est la différence entre arrêt cardiaque et crise cardiaque. C'est les deux questions que je veux poser. Merci beaucoup. Merci à vous. Avant de donner, je vais vous demander, s'il vous plaît, de supprimer votre levée de main et de fermer votre micro. Merci. Avant de donner la parole aux autres personnes qui ont levé la main, je vais vous demander humblement d'aller directement à votre question de façon synthétique. Comme ça, on va beaucoup avancer et donner la chance à tout le monde de pouvoir poser des questions. Je vais demander également à tous ceux qui n'ont pas la main levée de bien fermer le micro. Merci. Docteur Moussa Silla, si vous m'entendez, merci d'ouvrir votre micro. Que tu étais à Zogo. Ah, peut-être que c'est une erreur de ma part. Merci. Oui, c'est Zogo. Merci Docteur, beaucoup, docteur Yasmine. oui, docteur Zogo, je suis désolée. Vous avez la parole.
Bonjour à vous. Moi, c'est Stanislas Zogo. C'est vrai, je ne suis pas du corps de la médecine. Je suis enseignant du secondaire. Mais je voudrais déjà remercier le docteur pour cette thématique qui est quand même vitale pour la communauté, la société. Moi, je voudrais simplement savoir, c'est bien d'avoir les gestes qui sauvent lorsque on est victime de ces situations. Mais ma petite question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les pratiques à mener ou à ne pas mener pour éviter d'en arriver là. C'est toute ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Zogo, et merci pour l'intérêt que vous accordez à cette présentation. Je vais laisser rapidement la parole à Dr Moussa. Dr Moussa Senoussi. Merci, docteur Fatoumou. Bonjour. Nous remercions beaucoup le professeur pour cette présentation. Moi, c'est le docteur Moussa. Je suis médecin généraliste exerçant au Tchad. Ma préoccupation, c'est surtout sur le début de la chaîne de la réanimation. Bon, j'ai dit ça parce que il faut rappeler que nous vivons dans un contexte où on n'a pas encore le système SAMU. Donc, nous vivons tout le temps de cette situation des malades qui viennent, qui ne bougent pas, qui ne respirent pas. Souvent, ils sont amenés à l'hôpital en transport commun, tout ça, comme il n'y a pas le système SAMU. Et c'est surtout ça le problème. Et aussi rare d'avoir dans la communauté des secouristes qui souvent viennent aider ces gens. Donc, souvent, ce sont les accompagnants, l'entourage, la famille qui amènent les gens dans ces conditions. Maintenant, vu qu'on n'a pas un système d'alerte, un système de demande d'aide, qu'est-ce qu'il faut conseiller vraiment à la population devant ces situations? Dans quelles conditions il faut transporter les malades à l'hôpital? Donc, quels conseils on peut donner à la population en guise de les sensibiliser? Merci. Merci beaucoup à vous, Dr Moussa. Je vais passer rapidement la parole à Dr Amsatou. Merci, Dr Fassinou. Je remercie notre maître, Dr Zoumenou. J'ai deux questions et un petit commentaire. Ma première question, c'est de savoir quelles sont les mesures d'hygiène à faire respecter aux personnes qui se connaissent déjà hypotendues. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus de l'hypertension, mais il y a quand même des jeunes qui souffrent de l'hypotension qui régulièrement, lorsqu'on prend leur tension artérielle, se retrouvent à des chiffres inférieurs ou égal à 90 de systolique et inférieur ou égal à 50 de diastolique. Pour ces personnes, est-ce qu'il y a des mesures d'hygiène concrètes à respecter au quotidien pour éviter de faire des syncopes? Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un traitement médicamenteux qui existe pour ces personnes hypotendues? Et le dernier commentaire, c'est, je voudrais encore remercier le professeur pour m'avoir rappelé mes gestes de secours à la Croix-Rouge et laisser notre leitmotiv là-bas. On a l'habitude de dire pas un pas sans le pas, c'est-à-dire protéger, alerter, secourir. Et le sauveur aussi ne doit pas oublier en fait de respecter le pas pour son propre bien avant de faire le pas pour la victime. Merci. Merci beaucoup à vous, Dr Amsatou. Il y a encore deux mains levées. Je vais leur laisser la parole. Après, je passerai la parole au professeur. Et je lis Tété ou Tété. Je suis désolée si je prononce peut-être mal votre nom. Je suis désolée. Mais Merci, cher docteur. Oui, désolée. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Merci. Moi, je remercie d'abord les professeurs pour la brillante démonstration. Nous avons eu des rappels. Merci beaucoup et certaines formalités que nous avons eues. Merci beaucoup, cher professeur. Moi, c'est docteur Danon Tetek, comme vous l'avez dit, c'est Tetek. Danon Tetek. Je suis en République démocratique du Congo et j'ai suivi très bien l'exposé. Alors, j'avais une question que j'ai écrite dans le chat. Je voulais maintenant revenir sur ça. Cette question est en rapport avec les personnes qui tombent, hein, généralement, qu'on a déjà observé, par exemple, lors d'un enterrement. Lorsque la personne est allée à l'enterrement, il y a eu un être cher qui est décédé. Il y a ces personnes-là qui tombent.
Ou encore, par exemple, nous avons peut-être une personne à qui on a annoncé une mauvaise nouvelle. Soit c'est un deuil, soit c'est une maladie ou un accident. Et lorsqu'on lui annonce cette mauvaise nouvelle, la personne tombe. Alors, la question, c'était en rapport avec ça. La première question, c'est que ces genres de chutes ou, oui, des pertes de connaissances, est-ce qu'on peut les classer dans les malaises, malaise vagal, ou c'est encore dans l'hypotension orthostatique? C'était par rapport à la première question. La deuxième question par rapport toujours à ça. Est-ce que les gestes à faire, parce que dans ce que moi personnellement j'ai déjà vu, et moi personnellement une fois là j'avais aussi fait ces gestes, c'est faire les massages cardiaques, mais aussi faire les insufflations. Est-ce que c'est indiqué, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un malaise vagal seulement ou d'une hypotension orthostatique? Parce que en suivant l'exposé, j'ai compris que les massages et les insufflations, c'est juste lorsqu'il y a arrêt cardiaque. Mais lorsqu'il y a ces malaises-là vagal, j'ai vu la conduite à tenir en rapport avec les malaises vagales ou les syncopes. C'est vraiment différent de ce qu'il y a du côté arrêt cardiaque. Alors, j'aimerais un peu que les professeurs me spécifient sur ces deux questions par rapport à ces situations que nous rencontrons couramment lors D'accord. de certains événements. Ok. Merci beaucoup à vous. Je vais laisser la parole à Monsieur Vincent. Je vais demander à Dr Amsatou et au docteur qui vient juste de parler de supprimer. Ouais. Bonjour à tous. J'interviens pas pour poser une question au professeur directement parce que quand on le suit bien, il est très difficile de ne pas comprendre ce qu'il expose souvent avec des termes aussi faciles à comprendre. Mais je pose la préoccupation suite à deux intervenants, l'un n'étant pas de la santé et l'autre étant médecin. Et c'est pour dire quelle est la cible de cette formation parce que et si c'était directement adressé au personnel de la santé, j'aurais pu entendre oxygéner, intuber, ventiler et tout. Mais dans nos pratiques quotidiennes, la question posée par le médecin, même en intra-hospitalier, des patients sont décédés parce que on détecte un arrêt cardiaque et on demande d'aller après les réanimateurs. Donc, je comprends par là que cette préoccupation, cette formation est d'abord à sensibiliser le personnel de santé. Il ne suffit pas seulement de faire un diagnostic d'arrêt cardiaque, mais il suffit de comprendre cette fois-ci parce que quand j'ai lu qu'un enseignant a posé la question, mais j'ai compris que à main nue, on peut réanimer. Le professeur l'a répété plusieurs fois. Donc, mais dans nos hôpitaux et dans nos pratiques, comme je le dis, est-ce que cette formation très indispensable à recommencer, même dans le plus grand hôpital du Bénin d'aujourd'hui, qui est le CNH, bon, je me situe là, que des diagnostics, même aspirer un malade, est-ce que tous nos infirmiers, et tous ceux qui peuvent le faire, le savent faire? Donc, moi, je pense que c'est une affaire de voir la dimension. Cette formation s'adresse au public en général, mais il se pose de véritables problèmes à l'interne de nos centres de santé, de nos hôpitaux. Donc, je vais m'en arrêter là pour Oui, dire que merci la tâche beaucoup. est grande beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Vincent, pour votre commentaire. Je vais laisser la parole au professeur afin de pouvoir répondre à toutes les préoccupations. Et après, nous allons faire certainement un tour dans la messagerie. Merci à vous, professeur. Merci beaucoup. Merci à tous, que ceux qui ont pu poser des questions ou pas. Merci pour l'intérêt porté à ce sujet. Et je vais commencer par Eoulé, qui a eu une intervention aussi pertinente que les autres par rapport à la cible. Et lui-même, il a déjà répondu à la question. On aurait pu penser que la cible, c'est le public non médical, c'est le public non agent de santé.
Mais il se fait, comme il a dit, que le public agent de santé est parfois au même niveau que le public non agent de santé. Ouais, je marque un silence. Je marque un silence après ce que j'ai dit. Il se fait que nous-mêmes, agents de santé, jusqu'à maintenant, malgré tout ce qui est enseigné, nous n'avons pas encore bien compris. Nous n'avons pas encore toujours les bonnes réactions devant ces cas. Et c'est exprès qu'on a dit en milieu extra-hospitalier, là où on n'est pas organisé à prendre en charge un arrêt cardiaque. Il se peut que parfois, même dans certains hôpitaux, à certains moments, dans certains services, on n'est pas préparé à prendre en charge un arrêt cardiaque. Et si on n'est pas préparé à prendre un arrêt cardiaque, au moins qu'on puisse au moins savoir le reconnaître et faire les premiers gestes. Je ne suis pas du tout allé dans la réanimation spécialisée. J'ai parlé de reconnaître, de masser et éventuellement d'utiliser le défibrillateur. Donc, les trois premiers maillons de la chaîne. La réanimation spécialisée, je n'en ai pas du tout parlé. Donc, oxygéné, ventilé, je n'en ai pas parlé. Et même à l'hôpital, ce n'est ni oxygéné, ventilé qui vont sauver le patient. C'est quand on a fini de sauver le patient, quand on a gardé le patient en survie, que oxygéné et ventilé vont l'aider pour la suite. Mais les premiers gestes, avant la réanimation spécialisée, malheureusement, nous ne le faisons pas. Et quelqu'un a posé la question tout à l'heure, conscience ou respiration? Moi, je ne veux pas rentrer dans la guerre des sociétés savantes entre la société américaine et la société européenne. Quand je lis, je ne trouve pas l'intérêt de préciser qu'est-ce qu'on doit chercher avant l'autre. Je ne trouve pratiquement aucun intérêt en milieu extra-hospitalier. Et surtout dans notre contexte. L'intervenant du SAMU a dit, du Tchad a dit, moi, je n'aime pas le SAMU. Je n'aime pas le SAMU et je n'aime même pas des gens, des secouristes autour qui peuvent reconnaître quelque chose. Dans ces conditions-là, la subtilité de savoir est-ce que je commence à avoir la conscience ou la respiration. J'ai dit les deux vont de pair. Pendant que je suis en train de lui demander est-ce qu'il est conscient de voir s'il réagit ou pas, mes yeux voient son thorax, est-ce que son thorax se soulève? Et c'est la conclusion qui m'intéresse. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il réagit? Je préfère voir ces deux-là avant de faire autre chose. Parce que s'il n'est pas conscient que je m'occupe seulement de ça, combien de temps je vais faire avant de finir de prévenir le SAMU, d'appeler le SAMU, non. Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il respire? La préoccupation, c'est sur l'arrêt cardiaque. Au moins, il faut qu'on écarte qu'il n'est pas en arrêt cardiaque. C'est ce qui nous importe. S'il n'est pas en arrêt cardiaque, après, on a le temps de faire ce qu'on a à faire. Mais s'il est en arrêt cardiaque, on doit réanimer tout de suite. Et dans notre contexte, le SAMU ne viendra pas avant 5 minutes. Les sapeurs-pompiers ne viendront pas avant 5 minutes. Aucun secours spécialisé, quel que soit là où vous vous situez au Bénin, ne viendra avant 5 minutes. Même si vous, à côté, je prends l'exemple de Cotonou, même si vous êtes dans les environs du camp d'Iso, que vous avez un arrêt cardiaque, le SAMU ne viendra pas avant 5 minutes. Donc, la survie repose forcément sur les premiers témoins. Donc, ça, c'est très important. Je crois que dans notre milieu, on va se cantonner sur ce message-là. Et quand on sera à l'hôpital, on va aller dans les subtilités de est-ce que c'est la conscience d'abord ou pas. Et je souhaite que le collègue me recontacte après pour qu'on continue la discussion. Mais je sais qu'il comprend ce que ma position. Donc, en milieu extra-hospitalier, je ne fais pas de distinction. Il peut poser la question dans les deux sens. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il réagit? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il réagit?
S'il y a les deux réponses négatives, c'est un arrêt cardiaque. Il faut commencer à réanimer le reste. On en parlera plus tard. Il ne faut pas examiner. Il faut pas examiner plus que ça. Je ne peux examiner que si la réponse est non à l'une des questions. Il ne réagit pas, mais il respire. OK, là, je rentre dans l'examen. Je n'ai pas voulu insister sur ça ici. J'ai enlevé les diapositives sur ça. Quelqu'un a mis ABCD dans le chat. Exprès, j'ai enlevé ça. Parce que le public qui n'est pas agent de santé, on ne peut pas lui expliquer ça. Mais nous, à l'hôpital, on va examiner en profondeur et on va voir, il est dans le coma, qu'est-ce qu'on fait? Mais ici, je n'ai pas insisté sur ça. Je n'ai pas insisté sur le no-flow, mais j'en ai parlé. Le no-flow, c'est le temps qui sépare le moment de l'arrêt cardiaque et le moment du massage où le massage cardiaque externe a commencé. Ben, la réanimation, c'est le massage cardiaque externe. Donc, c'est la durée qui sépare, c'est le délai qui sépare le temps T de l'arrêt cardiaque et le temps plus combien de minutes on a commencé à passer la pompe cardiaque que le cerveau a recommencé à avoir de l'oxygène. Donc, le no flow, ça veut dire aucun débit. Le no flow, ça veut dire aucun débit. Tant qu'on n'a pas commencé à faire les compressions, il n'y a aucun débit au niveau du cerveau. Et on a dit, si ça fait 3 minutes, il n'y a plus de cerveau. Après 3 minutes, il n'y a plus de cerveau. Donc, si le no flow a dépassé 3 minutes, il n'y a plus de cerveau. Et c'est une question intéressante. L'infirmière m'a appelé, ou bien je suis dans la rue, je trouve quelqu'un d'inanimé. Est-ce que je vais réanimer ou pas? Il faut commencer à réanimer d'abord avant de se poser des questions. Parce que je ne peux pas savoir ce qui s'est passé avant moi. Je reste dans le cas optimiste. Je découvre quelqu'un, il est mort, je commence à masser, je vois que c'est un cadavre, il est rigide. Je pourrais m'arrêter à ce moment, mais je n'ai pas à examiner. Premier, je préfère rester sur ce message. Parce que si je donne un message, on va commencer à serrer. On va commencer à sélectionner, on va passer à côté. De toutes les façons, s'il est déjà mort, on ne le tuera pas plus en complément son thorax, si le thorax est dépressif. On n'a aucun risque de le tuer plus s'il est déjà mort. Mais s'il n'est pas encore mort et qu'on n'a pas commencé la réanimation, on lui donne l'opportunité de mourir. Donc, premier réflexe à l'hôpital ou dans la rue, commence le massage. Maintenant, pas extraordinaire si je tombe sur un cadavre, je vais m'en rendre compte. Hein. Oui, refaire pour ça, on peut refaire l'exposer à tout moment. Plus on peut faire, mieux ça, on est disponible à faire à tout moment, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le masser d'abord, oui, il faut Merci masser avant beaucoup. d'examiner. Examiner, c'est une perte de temps. Examiner, c'est une perte de temps. On réanime d'abord et puis après, on voit. Merci au professeur, docteur Monsieur Zogo, enseignant. C'est pour eux aussi que ça a été fait. Les gestes, que faire? Je n'ai pas voulu aller dans la préfecture. Je parle beaucoup de lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique et contre l'inactivité physique. Je n'en ai pas beaucoup parlé ici. Vous savez, plus de 35 maladies chroniques et leurs complications sont dues totalement ou partiellement à l'inactivité physique et à la sédentarité. Je ne suis pas allé dans ce débat ici, c'est une autre question qu'on peut débattre ailleurs. Hein. La sédentarité et l'inactivité, ce qui tue dans la plupart des maladies qu'on peut prévenir, c'est la sédentarité et l'inactivité physique.
le professeur Zogo est enseignant, s'il a l'habitude de s'asseoir dans sa classe de 8 heures à midi, il est en danger. Mais si chaque heure, il se lève au moins 2 à 3 minutes, il lutte contre la sédentarité. Si chaque jour, il trouve 30 minutes pour marcher, il lutte contre les activités physiques. Et ainsi, il éloigne de lui infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral et les autres causes d'arrêt cardiaque. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un webinaire qu'on a déjà fait sur lequel on pourrait revenir éventuellement. Effectivement, on a beaucoup de morts à l'admission dans nos hôpitaux. Ce n'est pas seulement au Tchad, même au Bénin aussi, hein. Les patients qui nous sont transportés dans des voitures, dans de très mauvaises conditions, il ne respire pas, il ne réagit pas, on le met dans un véhicule, il va mourir avant de venir à l'hôpital. On rencontre ça souvent malheureusement. Et c'est aussi pour dire aux gens, s'il ne réagit pas, il ne respire pas, de garder-le sur place, réanimer sur place, on vient le chercher. Mais si vous-même vous le mettez dans une voiture alors qu'il ne réagit pas, il ne respire pas, vous viendrez à l'hôpital, il sera déjà mort. C'est sûr. Hypotension orthostatique. Ah, nous sommes nombreux à en souffrir. Même moi, je fais de l'hypotension orthostatique. Il faut le savoir. Et quand on est comme ça, il faut éviter d'être déshydraté. Parce que c'est la déshydratation qui aggrave ça. Il faut boire. Dès le matin, dès qu'on se réveille, première chose, il faut boire. Dès le matin, la première chose, il faut boire. Il faut éviter d'être déshydraté. Et quand on est fatigué, il faut s'arrêter. Et quand on commence à sentir les signes, quand on est debout, quand vous vous obligez à rester debout, que vous commencez à sentir, on a les signes avant-coureurs, hein. On se sent plus bien, on n'est pas bien dans la tête, on est un peu étourdi. Il faut aller s'asseoir ou s'étendre, hein. C'est vous qui vous connaissez. Il ne faut pas attendre, faut même pas attendre une permission avant d'aller s'asseoir, sinon vous tombez. Il faut éviter les foules. Il faut éviter beaucoup tombent effectivement dans les cimetières. Si vous êtes déjà prédisposé et vous vous êtes soumis à des situations émotionnelles, ça va arriver, ça peut arriver aussi. Dans ces cas-là, dans ces situations, que ce soit à un enterrement, que ce soit à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ça peut arriver. On peut avoir toutes les trois situations dans ces circonstances-là. Il faut aller regarder et s'assurer que non, il est éveillé, il est conscient avant de s'arrêter. Il ne faut pas dire, ah, c'est juste une mauvaise nouvelle. On a déjà vu des AVC à l'annonce de mauvaises nouvelles. On a déjà vu des arrêts cardiaques authentiques à l'annonce de mauvaises nouvelles. Parfois même au téléphone. Ça peut arriver. Dans tous les cas, quelles que soient les circonstances, il faut regarder, il faut poser les mêmes questions. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il respire? Donc, je crois que j'ai parcouru la plupart des questions. Oui, les gestes, massage cardiaque et insufflation. Non, l'insufflation vient si quelqu'un sait le faire. Si vous êtes seul, c'est le massage cardiaque. Si vous êtes à deux, c'est encore le massage cardiaque d'abord. L'insufflation ne viendra qu'après les 30 premières compressions. Je n'ai pas beaucoup insisté sur ça. Si vous êtes à deux, si quelqu'un sait faire l'insufflation bouche à bouche, c'est d'abord le massage cardiaque externe et la ventilation vient après. Pour faire la ventilation, il faut faire les 30 premières compressions. Et après ça, on fait un massage de 30 compressions, 30 massages cardiaques externes et 2 insufflations. 30 massages cardiaques externes et 2 insufflations. Mais au début, le plus important, c'est le massage cardiaque externe. Si on a quelqu'un qui sait faire, on peut associer les insufflations. Oui, la sensibilisation des populations, c'est important, hein. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ce webinaire a été installé. Et malheureusement, encore une fois, les agents de santé font partie de cette population qui ne sait pas très bien, à qui on doit apprendre aussi. Et c'est de notre responsabilité à la faculté des sciences de la santé, dans les facultés de médecine et au SAMU et à la Croix-Rouge d'apprendre aux gens à réanimer.
Je crois que j'ai essayé de brosser toutes les questions qui ont été posées. Il y en a peut-être que je n'ai pas, auxquelles je n'ai pas répondu. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, professeur. Il y a une main levée. Monsieur ou Ayou. Madame Ayou, vous pouvez ouvrir votre micro et vous présenter pour vous poser votre question. En attendant que la personne puisse prendre la parole, je pense que sa mail est supprimée parce que je la vois plus. Oui, bonsoir. Ah, vous êtes là. Bonsoir. Oui, bonsoir, professeur. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question. Une personne qui a fait une chute et qui a cogné la tête et après a eu une hémorragie interne, est-ce que cette personne nécessite un massage cardiaque? Merci. Vous compliquez la situation parce que effectivement, de la manière dont on est tombé, il peut s'en suivre une chute. De la manière dont on est tombé, il peut s'en suivre une chute et vous voyez que c'est il peut s'en suivre un traumatisme. Il peut s'en suivre un traumatisme et ça vient compliquer la question. C'est l'arrêt cardiaque, pardon, c'est le malaise qui a entraîné la chute et le malaise est suffisamment grave pour qu'il tombe et fasse une blessure au niveau de la tête, par exemple. Ça complique la situation. Mais la situation de départ est là. Le malaise est là. Il faut mettre en position, il faut le massage cardiaque externe reste. Vous avez dit hémorragie interne. Ça, c'est après qu'on saura. Au début, on ne saura pas. Il a une hémorragie interne. S'il a une hémorragie externe, il faut l'arrêter, il faut comprimer. Il faut comprimer, je suis d'accord avec vous. Vous avez appelé au secours, vous avez appelé au secours, vous avez commencé à masser ou bien vous essayez de chercher à comprimer. Est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il réagit? S'il ne respire pas, s'il ne réagit pas, de toutes les façons, le saignement ne va pas continuer. Il faut masser. Il faut masser. Je n'ai pas abordé les cas d'accident de la voie publique. Si vous avez bien suivi, je ne suis pas dans le cadre d'accident de la voie publique. Je suis resté dans le cas où il n'y a pas d'accident de contexte où il n'y a pas d'accident de la voie publique et le sujet est tombé. D'accord? La blessure fait suite à la chute. La blessure n'est pas l'origine de la chute. Donc, blessure dont vous parlez fait suite à la chute. Si j'ai un saignement externe important, je peux chercher à comprimer et je reviens à la même chose. Il saigne 7, mais est-ce qu'il respire? Est-ce qu'il réagit? Et s'il est en arrêt cardiaque, de toutes les façons, le saignement ne va pas continuer. Donc, je sais que c'est une question difficile sur le terrain, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, ça ressemble aux vidéos qu'on a vues, quelqu'un qui est bien portant, qui est tombé, et il faut voir s'il a des signes de vie et le venir en secours. Monsieur Ayou. Merci beaucoup, professeur. Le docteur Mewanou, avant de donner la parole au docteur Mewanou, on peut donner la parole à monsieur Dassilenou et faire intervenir le directeur du SAMU, Mewanou. D'accord, professeur. Et je voulais juste vous rappeler aussi de ne pas oublier la question sur le no-flow. Les gens sont vraiment revenus là-dessus. J'ai répondu. J'ai dit c'est le temps qui sépare le moment de l'arrêt cardiaque et le moment où on a commencé à faire le massage cardiaque externe. Entre les deux, le cerveau ne reçoit pas du tout de sang. Il n'y a pas de débit. No flow, ça veut dire zéro débit. Et le débit ici, c'est le débit sanguin cérébral.
c'est le débit de sang dans les organes, mais surtout au niveau du cerveau. Donc, si on vient commencer la réanimation après 2 minutes, le no-flow, c'est 2 minutes. Si on fait la réanimation après 5 minutes, le no-flow, c'est 5 minutes. Le no-flow. Et la question qui avait suivi, c'était de savoir est-ce que le no-flow déterminait de faire le massage cardiaque ou pas. Mais pour répondre à ça, je pense que je vais donner la parole, comme l'avait dit, à Monsieur Dacilenou. Et après au docteur Mewanou. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation. Je suis Dacilenou Numbi, infirmier d'État. J'ai une question par rapport aux chutes, surtout constatées au niveau des jeunes filles scolaires. Je dirais que après certaines, je dirais straight, des jeunes filles font des chutes et ces chutes sont accompagnées de perte de connaissance. À plusieurs reprises, elles se sont retrouvées à l'hôpital et on leur demande des bilans paracliniques. Et la plupart des temps, ces bilans sont bons. D'aucuns pensent à un effet spirituel. Donc, je voudrais avoir votre avis sur ce cas. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup à vous. Je vais répondre directement. D'accord, Non, ça n'a pas d'importance si après les bilans sont normaux. C'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est ne pas laisser quelqu'un mourir. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas laisser quelqu'un mourir. Il y a beaucoup de simulations. Dans le cas des jeunes filles, attention, il peut y avoir beaucoup de simulations, il peut y avoir beaucoup d'émotionnel. Mais avant de conclure à ça, il faut avoir cherché. Et attention, chez les jeunes filles aussi, il y a d'authentiques GEU rompus qui se sont manifestés par des malaises, des lipotymies, des malaises avec hypotension. Souvent, on les retrouve. Elle ne réagit pas, mais respire avec la tension qui a dans l'état de choc et tout ça. Il faut s'assurer qu'il n'y a rien avant de dire que c'est émotionnel. De toute façon, s'il n'y a rien, elle va se fatiguer, elle va se réveiller elle-même. Et comme disait quelqu'un, même si quelqu'un n'est pas en arrêt cardiaque, si on commence à masser, la personne va réagir. Donc, on ne va pas faire plus de mal que ça. Mais on insiste pour ne pas passer à côté des vrais arrêts cardiaques de grave. Considérons que c'est grave. Considérons que c'est grave. Et je n'insiste pas sur ces cas où, effectivement, après, les gens se réveillent et puis il n'y a rien. C'est fréquent. À l'université, des hypoglycémies, il y en a. Il y en a. Mais ce n'est pas très important. Et soyons sûrs que nous ne sommes pas passés à côté d'une syncope qui est passée, qu'on laisse passer à l'arrêt cardiaque après, et d'un arrêt cardiaque qu'on laisse devenir une mort subite après. Merci beaucoup, cher maître. Le spirituel, l'émotionnel, il y en a, mais nous, on n'y peut rien. Merci beaucoup, professeur. Béninois. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur Fastinou. Merci pour la parole donnée. Je voudrais déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Serge Mewanou, je suis médecin anesthésiste réanimateur de formation et je suis l'actuel directeur du SAMU Bénin. Donc, professeur, vraiment, merci pour cette présentation qui a été très, très, très claire. Un vrai pédagogue avec des diapos très clairs, une diction limpide et un rythme assez lent pour la compréhension des non-professionnels. Et il n'y a rien à redire. L'essentiel du message est là. L'essentiel du message est là. Vraiment les gestes qui sauvent dans une situation pareille de malaise et d'arrêt cardiaque.
en milieu extra-hospitalier. Franchement, il n'y a plus rien à dire. Donc, je ne voudrais même pas apporter des apports, comme on dit. Je ne voudrais pas faire des apports pour que ça altère un peu la, la leçon qui est donnée ici. Pas du tout. Je voudrais juste préciser qu'effectivement, au niveau du SAMU, nous faisons des formations par rapport aux gestes et soins d'urgence. Nous en faisons, surtout pour les professionnels, on en fait, mais à condition que les gens viennent au SAMU faire la demande. On fait également cette formation en direction des sociétés, des entreprises qui nous sollicitent, et ça se fait et c'est partout sur le territoire national. En dehors de cela, il faut que je précise qu'actuellement, on a effectivement un problème pour nous contacter où on est passé à des numéros à 10 chiffres et pour contacter le SAMU, il faut 3 numéros à 10 chiffres, ce qui est très très difficile à garder. Pour la plupart, même les professionnels ne gardent pas. Et donc d'ici la fin du mois de juillet, le mois dans lequel nous sommes, normalement, on devrait passer à un numéro à 3 chiffres. Et je vais peut-être me permettre d'avancer le numéro ici. Ça va être le 112. D'ici la fin du mois de juillet, on devrait être au 112. Donc, C'est une très bonne nouvelle. je ne voudrais pas parler au nom des sapeurs-pompiers. Le 118 n'est pas fonctionnel pour l'instant, mais je pense que d'ici 2 mois au plus tard, d'ici fin août, ils seront également revenus au 118 parce que nous travaillons en concert de concert et puis nous savons plus ou moins là où on va ensemble. Donc, ils sont également dans la démarche et d'ici fin août, normalement, ils devraient pouvoir réactiver le 118. Donc, pour le reste, je voudrais juste insister sur l'importance d'intégrer l'apprentissage de ces gestes de réanimation, vraiment des gestes communs de réanimation depuis la maternelle. C'est ce qui se fait ailleurs. Ici, ce n'est pas possible, on ne le fait pas encore, mais il faut que les responsables d'entreprise, ceux qui ont les décisions ailleurs, qui puissent intégrer ça dans les activités de leurs entreprises ou autre chose. C'est instituer cela. On a des infirmiers d'entreprise sur la toile. C'est vraiment important de relayer l'information et que ça soit institué, cet apprentissage. Ce cours qui a été donné, j'espère vivement qu'on aura les diapos et que même ces diapos soient relayés à tout le public parce que c'est simple. Même sans l'audio, on comprend. Même sans l'audio, on comprend. Et donc, du coup, il faut que ça soit relayé au niveau des entreprises, sur tous les groupes, pas mal de public. Et donc, ça peut se faire et on peut avancer à pas de géant avec ça. Le SAMU n'a pas tous les moyens financiers qu'il faut pour le faire, mais nous faisons ce que nous pouvons avec ceux qui se rapprochent de nous pour pouvoir le faire. Et je ne saurais remercier, enfin, vous dire merci sans remercier Rema à travers Dr Fassinou. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, cher aîné, pour les informations très, très précieuses et pour ce numéro déjà que vous avez communiqué avec nous, que je pense qu'il sera facile pour tous. Merci également pour votre contribution et je vais laisser la parole au professeur. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup. Non, je suis très heureux de la communication du docteur Mewanou, directeur du SAMU, sur la question et rappeler que le SAMU a été créé par notre maître, le professeur Martin Chobli, qui avait été à Lyon un moment, mais qui m'a dit que vraiment il est désolé, il avait un programme très important ce matin, il ne pouvait pas être des nôtres. Il m'a appelé hier tard la nuit pour me dire, c'est terrible, hein, quelqu'un de son âge, de sa carrure, et qui est toujours encore accroché à l'actualité de la formation, tout ce qui est urgence de réanimation.
il s'y intéresse tout le temps. Professeur Chobli, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour le SAMU, pour la création du SAMU au Bénin. Le Bénin fait partie des rares pays à avoir un SAMU. Donc, il a créé le SAMU. Moi, j'ai eu à diriger le SAMU pendant 2 ans. Et puis, à la suite, le docteur Mewanou qui s'en occupe parce que les activités sont importantes et le SAMU doit s'élargir sur toute l'étendue du territoire national. C'est une grosse activité. Merci pour ce qui est fait et merci pour cette annonce du numéro abrégé qui va venir. Je suis surpris de voir sur le chat, pas le chat, parmi les participants, beaucoup de personnes, hein, des collègues de la fac, dont le professeur Sylvie Bancolé. Je vois Madame Béatrice Meissou. Madame Béatrice Meissou, c'est une des doyennes infirmières à la retraite qui s'intéresse beaucoup à la formation. Je suis surpris de la voir qui s'intéresse encore à ça, qui est à la retraite depuis près d'une quinzaine d'années pratiquement, et d'autres personnes que je salue aussi. Je crois que Réma a compris que cette formation est une formation, cette conférence est une conférence particulière qui peut venir plusieurs fois dans l'année, que d'autres peuvent suivre. C'est important, c'est social. C'est social. Ce n'est pas de la médecine, c'est du secourisme. Merci, docteur Fassounou, merci pour l'opportunité. Au fait, je salue Cédric, qui est le médecin responsable du fondateur de REMA, aussi pour cette opportunité qui est donnée. Merci beaucoup, professeur. Et dans la messagerie, j'ai lu quelque part quelqu'un qui a demandé à ce que nous puissions, dans la mesure du possible, parler de la réanimation cardio-pulmonaire dans un contexte de milieu spécialisé. Et je sais que malgré votre emploi du temps très chargé, vous avez toujours cette générosité à partager vos connaissances et que certainement, vous allez revenir sur cette thématique qui intéresse aussi beaucoup de monde afin de savoir finalement, en tant que professionnel de santé, qu'est-ce qu'on doit faire de façon bien précise et toujours de façon très explicite. Je vais profiter pour déjà... Pascaline. Oui. Pascal, excuse-moi de revenir sur une question, peut-être que les gens n'ont pas bien les causes les causes d'arrêt cardiaque aujourd'hui. Peut-être que c'est important d'y arriver, les causes respiratoires et les causes cardiaques. Et on a dit chez le sujet adulte, là, dans 80% du temps, c'est son cœur qui est malade. Si c'est pas très souvent un infarctus du myocarde ou un trouble du rythme. Mais également, il y a beaucoup d'embolies pulmonaires qui restent à la maison ou qui passent par des milieux où la prise en charge est mauvaise, qui passent dans des couvents, qui passent dans des centres périphériques où la prise en charge est mauvaise. Et quand l'hypoxie atteint un certain niveau, le cœur s'arrête, bien quand le cœur a réagi jusqu'à un moment, le cœur même est fatigué et s'arrête. Donc, pathologie cardiaque à la tête, infarctus du myocarde, les troubles du rythme, pathologie respiratoire, l'embolie pulmonaire. Et il n'y a pas de sujet jeune. Hein. Aujourd'hui, c'est entre 40 et 60 ans qu'on voit beaucoup d'arrêts cardiaques et de mort subite. Merci beaucoup. Je te relaisse la parole. Merci beaucoup, professeur. Je disais tantôt que j'allais profiter pour pouvoir annoncer le webinaire de la semaine prochaine. La semaine passée, nous avons abordé le scanner thoracique et la semaine prochaine, nous allons aborder le scanner abdominopelvien. Voilà un peu le programme du samedi de la semaine prochaine. Et je vais vous laisser, professeur, la parole afin de pouvoir conclure la séance d'aujourd'hui. Et je remercie, avant même de vous donner la parole, je vous remercie pour votre temps, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Je remercie également tous ceux qui ont participé à ce webinaire de ce matin, pour le temps que vous avez accordé et également pour votre contribution. Merci.
Oui, je ne dirai pas plus, hein. Je vais dire merci beaucoup moi-même à toutes les personnes qui ont organisé le webinaire. On a eu quelques problèmes techniques au début. Les connexions, c'est pas facile. Je suis passé sans faire de publicité, je ne vais pas appeler le nom. Je suis passé sur tous les trois réseaux principaux avant de finir par le dernier. Ça, c'est les problèmes, hein, de connexion Internet au Bénin. On peut s'attendre à mieux pour pouvoir travailler parce que sans une bonne connexion, on ne peut pas faire ce genre de webinaire. Merci encore à tous. Grand frère Moussé qui est en ligne, le professeur Lawani. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci spécial au docteur Merwanou pour les informations précieuses qui ont été données. Merci à tous les collègues et participants des autres pays qui se sont connectés, le Tchad, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou même les compatriotes qui ont appelé de la France. Merci beaucoup à vous tous. Nous sommes ensemble pour essayer de mieux informer nos populations. C'est une responsabilité sociétale que nous avons en tant qu'agents de santé et en tant qu'enseignants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Pour ne pas l'oublier, pour toutes les personnes qui aimeraient recevoir le replay de la séance d'aujourd'hui, elle sera bientôt disponible au cours de la journée et certainement la documentation aussi sera disponible en ligne. Si vous y arrivez, vous pourrez aller sur YouTube, juste taper la thématique d'aujourd'hui et vous l'aurez dès que ce sera disponible d'ici 2 à 3 heures de temps. Ou encore, aller sur Rema Learning, vous tapez juste Rema et Learning comme apprentissage en anglais et vous aurez accès à toutes les communications que nous avons faites jusque-là. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de faire beaucoup d'activités physiques, de manger équilibré, de prendre soin de votre santé, d'être à l'écoute de votre corps. Et n'oubliez pas également de pouvoir agir efficacement pour sauver des vies. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Merci, Au revoir. professeur. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, professeur. Au revoir à tous.